Assalamu alaikum. Bonjour. Aujourd'hui, je vous invite à faire un voyage dans un monde mystérieux. Un monde que nous connaissons à peine. Un monde très petit, mais en même temps très vaste, très varié, très diversifié. Ce monde est composé par des créatures qui sont de très petite taille. Et ces créatures vivent avec nous. Ce ne sont pas des extraterrestres, au contraire, ce sont des terriens tout comme nous. Ils pullulent dans tous les endroits. On peut les trouver dans l'eau, dans l'air, dans le sol, sur nos mains, sur nos visages, sur le tableau, sur les stylos, bref, partout. Ils sont là partout, sauf qu'ils sont invisibles. On ne peut pas les voir. Pour les voir, il faut utiliser la technique de la microscopie. Soit le microscope ordinaire, soit le microscope électronique. Alors ce monde, c'est le monde des microbes, ou bien le monde microbien. Le mot microbe se compose en fait de deux parties. Nous avons micro, nous avons bio. Le mot micro, ça veut dire petit. Et bio, c'est en relation avec la vie, ça veut dire des petits êtres vivants. Alors ces petits êtres vivants, qui nous entourent, qui sont parmi nous, qui parfois nous dérangent, parfois ils nous sont utiles. Ces microbes-là, ils sont d'une taille très petite, que nous sommes incapables de les voir avec l'œil nu. Pour les voir, on a recours soit au microscope ordinaire, ou bien au microscope électronique pour les agrandir, afin de les rendre visibles. Alors prenons connaissance de ces petites créatures. Alors, malgré que ce monde est petit de point de vue taille, c'est un monde vaste, très vaste. Il existe dans tous les milieux sans exception. On le trouve dans l'eau, on le trouve dans l'air, il se trouve dans le sol, il est sur mes mains, sur mon visage, sur mes habits, sur le tableau, sur le stylo, bref, il est partout. Alors, malgré cette diversité et cette splendide grandeur de ce monde, même s'il est de petite taille, c'est un monde assez vaste, on peut maintenant classer, bien classifier ces êtres, ces créatures en différentes catégories, pour simplifier leur étude et pour mieux les comprendre. Alors la définition, mais la classification scientifique est la suivante. Ce monde, il se compose de plusieurs catégories. Commençons par les plus grands, si vous voulez. Parmi les plus petits, on va trouver ce qu'on appelle les protozoaires. Le mot protozoaire, ça veut dire des êtres vivants qui sont composés par une seule cellule. Alors la cellule, comme vous la connaissez, c'est l'unité du monde vivant. La cellule se compose d'un cytoplasme qui est entouré par une membrane cytoplasmique et à l'intérieur, on va trouver un noyau. Et ce noyau, il va renformer tout le système héréditaire, ou bien toute l'information génétique de la cellule. Ça, c'est la constitution la plus simple d'une cellule. Alors, parmi ces protozoaires, ces êtres unicellulaires, là, il y a un monde assez varié. Je me contente d'un petit classement. On peut classer ces protozoaires en ciliés. Ça veut dire des êtres qui ont des cils qui leur permettent de nager dans un milieu aquatique, si vous voulez. Là, vous avez le fameux exemple de la paramécie que tout le monde connaît. Nous avons d'autres microbes qui sont capables de se déplacer par invagination de leur membrane cytoplasmique par ce qu'on appelle des pseudopodes. Nous avons l'exemple le plus connu aussi de l'amibe. Et nous avons aussi un groupe de flagellés, tel la trypanosome. Là, ils se déplacent grâce à une espèce de queue, ce qu'on appelle le flagelle. Ça, donc, c'est la classe des protozoaires. La deuxième classe, la deuxième catégorie, c'est celle des bactéries. Alors, tout le monde a déjà entendu parler des bactéries. Les bactéries, donc, ce sont aussi des microbes, de petits êtres vivants. Et là, on va distinguer deux types, bien deux sortes de bactéries selon la forme de la bactérie. Il y a des bactéries qui ont une forme allongée, en bâtonnet, on appelle les bacilles.
tels que par exemple le bacille du tétanos, le bacille diphtérique, le bacille de porc, etc. Donc, toutes les bactéries qui ont une forme allongée sont nommées des bacilles. D'autres bactéries ont des formes sphériques, ou bien arrondies si vous voulez, on appelle ça des coques. Attention, la coque, ça s'écrit violent UE. Ça n'a rien à voir avec le coq, avec les poules. Là, il s'agit uniquement d'homonymes, et plus exactement d'homophones. On prononce le même mot, la même prononciation, mais la signification est tout à fait différente. Alors ces coques, il y en a encore plusieurs sortes. Il y a les diplocoques. Di, ça veut dire deux. Ça veut dire que là, les bactéries sont groupées par un groupe de deux bactéries qui vont nous donner le diplocoque. Il y a les streptocoques. Les streptocoques, c'est un assemblage, un ensemble de bactéries qui vont former une petite chaîne, une chaînette, ou bien une forme de chapelet, l'une à la suite de l'autre. Et il y a les staphylocoques. Là, c'est un amas de bactéries, et ces bactéries, ça ressemble en quelque sorte à un raisin, un grappe de raisin. Ça, ce sont les staphylocoques. La troisième classe, ou bien catégorie, c'est celle des champignons microscopiques. Tout le monde connaît les champignons que l'on consomme. Là, ils sont visibles à l'œil nu. Mais ces champignons, ça, ce n'est que l'appareil reproducteur des champignons qui sont faits de petits filaments ou bien mycéliums et qui sont invisibles à l'œil nu. Parmi ces champignons microscopiques, on va distinguer les levures, comme la levure de bière, et les moisissures. Les moisissures, c'est cette espèce de poudre ou de filament que l'on trouve sur un morceau de pain qui est laissé dans l'humidité, ou bien une orange, ou bien une pomme, ou bien une tomate. Vous avez une espèce de petits filaments qui se développent avec du poussière, si vous voulez. Ça, ce sont des moisissures. Et la dernière catégorie, c'est celle des virus. Alors, les virus sont les petits parmi les plus petits. Alors, ces plus petits-là, ils ont une forme assez pas des formes très variées, mais une constitution très réduite. Ce ne sont pas de vraies cellules. Ils ont uniquement un matériel génétique qui peut être de l'ADN ou de l'ARN. S'il s'agit de l'ADN, on les appelle ça des adénovirus. Et si c'est de l'ARN, on appelle ça des ribovirus. Ces êtres-là, ils sont, du point de vue constitution, très réduits. Ils ont un matériel génétique entouré par une capsule, et c'est tout. Donc une forme, ou bien une constitution assez réduite. Ce n'est pas comme les cellules qui ont un noyau, un cytoplasme, une membrane cytoplasmique, et le cytoplasme est riche en organite qui permet à la cellule de fabriquer pas mal de produits à l'intérieur. Bon, là donc c'est une brève illustration de ces microbes. Alors ces microbes, là, ils ont des caractéristiques. Ces microbes, ils ne sont pas tous dangereux. L'autre classification des microbes, on va les classer en microbes nocifs, dangereux, qui causent des maladies à l'être humain comme aux autres êtres vivants, soit animaux, soit végétaux. Et il y a des microbes qui, au contraire, ne sont pas nocifs, ne sont pas dangereux. Au contraire, il y a des microbes qui sont utiles et que l'homme a su bénéficier des caractéristiques de ces microbes. Alors, parmi les microbes, commençons par les plus dangereux. Les plus dangereux, ce sont les virus. Parce que les virus, ce sont des êtres parasites obligatoires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour se développer et pour se multiplier, pour se reproduire, un virus doit obligatoirement parasiter une cellule. Cette cellule peut être une cellule animale, une cellule végétale, une cellule humaine ou même une bactérie. Là, j'ai choisi l'exemple d'un virus qui parasite les bactéries, qui s'appelle un bactériophage. Le procédé par lequel il se produit est simple. Le bactériophage se fixe sur la bactérie, il lui injecte son matériel génétique et il va détourner toute la synthèse, toute la fabrication de la bactérie à son faveur. La bactérie devient un centre, une usine
pour fabriquer de nouveaux bactériophages. Donc il va former les différentes parties du bactériophage, les assembler jusqu'à la formation finale de beaucoup de bactériophages. Et quand la bactérie est suffisamment remplie de bactériophages, elle explose. Et les nouveaux bactériophages vont chercher d'autres bactéries sur lesquelles ils vont se multiplier. Ce procédé des bactériophages, c'est le même pour tout ou presque les virus. Ce sont des parasites obligatoires. Ils doivent impérativement chercher d'autres cellules pour se reproduire, parce qu'ils n'ont pas les moyens ni les organismes nécessaires à cette formation. Donc, les virus, sans exception, ce sont des parasites obligatoires. Pour les protozoaires, par exemple, nous avons l'amibe. L'amibe, c'est un protozoaire qui peut causer ce qu'on appelle la dysenterie amibienne. C'est une espèce de diarrhée aiguë, donc ça cause des maladies. Le trypanosome, par exemple, c'est le protozoaire qui cause la maladie du sommeil et qui est transmis par une mouche que tout le monde connaît, c'est la tsetse, ou bien la glossine. Ce protozoaire, donc, il va entraîner une maladie chez l'être humain qui s'appelle la maladie du sommeil. Alors pour les bactéries, bien sûr, il y a beaucoup de bactéries qui sont pathogènes, comme les bactéries des tétanos, la bactérie de la diphtérie. Ces bactéries-là, ils produisent une substance toxique qu'on appelle une toxine. Ces toxines sont des poisons puissants qui peuvent entraîner la mort de l'animal ou bien de l'être qu'ils vont infecter. D'autres, comme les diplocoques, là, les diplocoques, il y a un exemple de pneumocoque. Ces pneumocoques, ce sont des bactéries par deux, comme ça. Et là, on distingue deux types de pneumocoques. Des pneumocoques qui ont une capsule et des pneumocoques qui n'ont pas de capsule. Celles qui ont des capsules, ce sont des pneumocoques de type BS. Ce type BS, c'est une bactérie pathogène qui va induire la pneumonie, c'est-à-dire une inflammation des poumons. L'autre type, là, qui est sans capsule, c'est le type BR. Ce type-là, il n'est pas pathogène, il ne cause pas de maladie. Pour les champignons, et bien sûr, il y a des champignons qui causent des maladies, surtout de la peau, des mycoses, des dermatoses, etc. Bien, donc il y a des microbes qui sont nocifs, pathogènes, dangereux, d'autres, au contraire, ils sont utiles. Je ne sais pas si vous savez ça, mais lorsque on veut fabriquer du fromage, la fabrication du fromage se fait à partir du lait et passe par 3 étapes essentielles. Le caillage, l'égouttage et enfin l'affinage. Dans ces 3 parties, il y a l'intervention de bactéries et de champignons et leur rôle essentiel, c'est de faire la fermentation. C'est grâce à cette fermentation qu'il y a la formation du fromage. Donc ces êtres vivants-là, dans ce cas-là, ce sont des êtres qui nous sont utiles. Tout le monde connaît le bénéfice de la levure. La levure, elle existe chez presque dans toutes les maisons. C'est grâce à la levure qu'on peut préparer le pain. Alors le pain, pour lever, là c'est bien le mot levure, pour lever la pâte, on utilise de la levure. La levure, lorsqu'il va consommer le sucre qui se trouve dans le pain, il va fermenter et dégager le dioxyde de carbone qui permettra de lever la pâte. Et grâce à la levure, on a ce bon pain dans toutes les maisons et dans toutes les boulangeries. On ne peut pas se passer de la présence de ces levures pour notre industrie alimentaire, surtout celle du pain. Le bénéfice ne s'arrête pas là. Même dans le domaine médical, il y a l'intervention de ces microbes qui sont utiles. Par exemple, tout le monde connaît l'antibiotique connu sous le nom de la pénicilline. Sachez bien que cet antibiotique a été extrait d'un champignon microscopique qui s'appelle le Penicillium.
ce microbe est capable de produire un antibiotique, la pénicilline, et vous connaissez bien le bienfait de cet antibiotique qui est très utilisé, mais à condition qu'on ne soit pas allergique à la pénicilline. Donc avant d'injecter la pénicilline, assurez-vous bien que vous n'êtes pas allergique à cet antibiotique. Seul le médecin peut vous faire des tests pour prouver, bien pour déterminer si vous êtes allergique ou non. Bien, donc là, c'est une petite idée sur ces microbes, ce monde microbien, ce monde petit en même temps assez vaste, ce monde qui peut être dangereux et qui peut être utile, mais là, il est temps de vous donner quelques conseils. Les microbes, ils existent partout. Donc, l'hygiène est un moyen assez fort pour se débarrasser de ces petites créatures. Il faut toujours avoir les mains propres, bien se laver les mains, bien les frotter, bien se laver le visage, rester tout le temps propre. Il y a des coutumes, bien des mauvaises habitudes qu'on a toujours à exercer. Toujours on peut avancer le stylo vers la bouche. On a tendance à toujours mettre le stylo à la bouche, à le mordre. Ça, c'est une mauvaise habitude. Sachez bien que là, c'est plein de microbes, plein de petites créatures qui peuvent vous rendre malade. Donc, évitez de mordre les stylos, mordre les ongles, mordre les habits. Ça, ce sont de très mauvaises habitudes impérativement interdites dans le domaine hygiénique. Restez toujours propre et restez toujours vigilant parce que ces petites créatures, ils vous guettent tout le temps. Ils sont là tout le temps. Bien préparer son repas. Les légumes et les fruits qui sont crus doivent être bien nettoyés, bien propres. Comme ça, on évitera de faire pénétrer les microbes dans notre système digestif. Pour les maladies qui sont contagieuses, alors là, il faut éviter d'être en contact avec le malade, être le plus loin possible afin de ne pas être contaminé à son tour. Si on respecte ces mesures d'hygiène, on peut combattre toutes ces petites créatures qui parfois nous sont nuisibles. J'espère que ce voyage vous est utile. La prochaine fois, nous allons voir comment le corps arrivera-t-il tout d'abord à éviter la pénétration de ces microbes dans le milieu intérieur, ça veut dire à l'intérieur du corps, avant d'arriver dans les tissus qui sont internes, et comment, si jamais le microbe pénètre à l'intérieur, comment le corps va-t-il se défendre. Alors là, je vous laisse et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.